retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève a été marquée par différentes interventions de membres de la Fed et de la Banque Centrale Européenne. Celles qui ont le plus retenu l'attention sont celles du côté de la Fed, notamment début de semaine, l'intervention d'un membre qui s'appelle Christopher Waller, dont les propos ont été perçus relativement positivement, même très positivement par le marché, parce que c'est le premier membre de la Fed, premier membre du FOMC, a commencé à s'aventurer sur la question des baisses de taux, expliquant, en enrobant quand même le message de toutes les précautions qu'il faut, mais expliquant que si l'inflation continuait à se diriger sur le rythme actuel vers les 2%, et bien qu'à un moment donné, il n'y aurait pas vraiment de raison qu'il n'y ait pas de baisse de taux du côté de la Banque centrale américaine. Donc les marchés ont tout de suite réagi à ces propos, notamment les marchés obligataires, avec des taux qui se sont encore détendus. Les taux courts et les taux longs ont baissé d'un cran après ces propos. Puis on a vu les marchés actions continuer à progresser. On a vu la volatilité également des marchés continuer à diminuer. On a cette semaine une volatilité qui a fait une incursion en dessous de 13. Donc pour donner quelques repères comme ça sur la volatilité des marchés actions, les niveaux très très faibles de volatilité, c'est la zone qui va en gros, qui est dans la zone des 10, 10, 11, 12, sont des niveaux très faibles de volatilité. Et à l'opposé de ça, quand on parle d'un pic de volatilité, d'une panique, on monte au-delà de 50, voire 80, 90 de volatilité. Donc vous voyez qu'un marché, le SP500, qui est le principal indice américain, quand on regarde son indice de volatilité qui évolue dans une zone 12-13, eh bien c'est extrêmement faible. Et donc ça a notamment été entretenu, ce sentiment-là, et cette faible volatilité, par ces propos de Christopher Waller. Mais ne pas perdre de vue que tout au long de cette semaine, nous avons eu différents discours également d'autres membres de la Fed, et la plupart, même la quasi-intégralité des autres discours des membres de la Fed ne se sont pas inscrits dans les propos de Christopher Waller. On peut citer les propos de Mary Daly, par exemple, ou de Bowman, ou de Barkin encore. Vous voyez, plusieurs interventions qui ont eu lieu cette semaine, et tous allaient plutôt sur le terrain du il faut éviter la complaisance, la Fed a un mandat et qu'elle doit respecter. Donc évidemment, on va reparler un peu d'inflation dans quelques instants. Actuellement, même si l'inflation a fait de sacrés progrès en Europe et aux États-Unis, on n'est pas encore dans le mandat de la Fed. Ils ont expliqué que ces membres, qui étaient donc très divergents par rapport aux propos de leurs collègues, expliquaient qu'il fallait éviter de renouveler les erreurs des années 70, et que les décisions effectivement se prenaient réunion par réunion, mais que à ce stade, il y avait encore une probabilité non négligeable d'avoir encore une hausse de taux, et que, ou tout du moins certains ont dit que la probabilité d'avoir une hausse de taux n'était pas plus faible que la probabilité d'avoir une baisse de taux. Donc on voit bien que ce sentiment ou cette possibilité d'avoir des discussions qui commencent à s'établir au niveau des banques centrales et au niveau de la Fed, notamment sur les premières baisses de taux, on voit qu'à ce stade, il n'y a qu'un seul membre de la Fed qui s'est un petit peu engouffré dans cette voie-là. Tous les autres n'y sont pas allés. Pour autant, on voit quand même que sur le marché obligataire, il n'y a pas de rebond fort des taux. Alors, je prends un cas concret. Si on prend le taux 2 ans américain, pas le 10 ans, mais le taux 2 ans, qui est donc plutôt sensible à ces questions de politique monétaire, à ces discours, notamment de banquiers centraux. Il avait marqué son point haut il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant, dans une zone aux alentours de 5,2, 5,3%. Au moment où on se parle, il évolue aux alentours de 4,65%. Donc on voit que, et toute cette semaine, ce taux est resté relativement bas. Il y a eu quelques phases dans la semaine où ça a un petit peu rebondi, mais ça n'a jamais tenu au niveau du rebond. Et donc c'est entretenu évidemment par ce sentiment, et on va en parler maintenant, que l'inflation a fait des progrès significatifs vers l'objectif, et que donc in fine, le marché, et on le voit bien sur les anticipations du marché, sur les premières baisses de taux de la Fed, le marché à ce stade reste convaincu que la Fed baissera ses taux à partir du second trimestre, et que ça pourrait même commencer à la moitié du deuxième trimestre, donc potentiellement au mois de mai. Et du côté de l'Europe, on voit même carrément des anticipations qui se rapprochent même plus fortement que ça, notamment après la publication des chiffres d'inflation cette semaine. Et ça a été ça l'autre gros thème de la semaine, c'est qu'effectivement, d'un côté, on écoute les discours de banquiers centraux, et de l'autre côté, on regarde les progrès sur l'inflation. Et c'est vrai qu'en zone euro, on a une inflation globale désormais qui inclut donc tous les items. Une inflation globale qui évolue sous les 3%. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais on est un peu au-delà de 2% sur l'inflation globale. Donc on a des progrès qui ont été très très significatifs ces derniers mois, mais ne pas perdre de vue, et c'est peut-être ça, je pense, peut-être un des risques pour les marchés
marchés qui ont quand même connu une phase de détente extrêmement significative, là, soit les marchés actions et les marchés obligataires aussi, hein, c'est plutôt bien détendu au niveau des taux, mais ne pas perdre de vue que les banques centrales surveillent surtout l'inflation qu'on appelle l'inflation cœur, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente, l'inflation, c'est-à-dire l'inflation qui est dépouillée des éléments les plus volatiles que sont l'alimentation et l'énergie notamment. Et si vous regardez cette inflation corps, on appelle ça l'inflation cœur ou l'inflation corps en anglais, eh bien l'inflation corps, en Europe, elle est à 3,6% encore. L'objectif de la BCE, c'est 2%. Et du côté des États-Unis, on a eu cette semaine des chiffres sur l'inflation PCE Core, qui est donc une des mesures de l'inflation aux États-Unis. Le chiffre est ressorti à 3,5%. C'était en ligne avec le consensus, mieux que le chiffre précédent, mais c'est encore 3,5%. Et après, on va parler des propos de Powell, Jérôme Powell qui s'est exprimé en cette fin de semaine, là à 17h. Là, j'enregistre le podcast, on est vendredi et il est 17h35. On va revenir sur ces propos de Powell, mais qui justement fait allusion à cette inflation cœur qui, pour lui, est encore trop élevée. Et donc, on va bien, et on va le voir dans quelques instants en tout cas, on va en parler, que les propos de Jérôme Powell sont plutôt du côté des différents membres de la Fed qui se sont exprimés cette semaine, favorables à ne pas être complaisants, favorables à ne pas pivoter trop tôt, favorables à ne pas baisser les taux trop tôt, etc. Vous voyez, Jérôme Powell, on va en parler, hein, ses propos s'inscrivent plutôt là-dedans. Donc pourquoi on dit ça? Parce que je pense que ça va être le thème et un peu l'affrontement sur les marchés à la fois obligataires et actions dans ces prochaines semaines et ces prochains mois. C'est que d'un côté, on a des statistiques qui montrent que l'économie est en train de ralentir aux États-Unis et en Europe. Si vous regardez par exemple les statistiques en Europe, vous avez une contraction, vous voyez cette semaine du PIB pour la France au troisième trimestre, on est à moins 0% de croissance, donc une contraction de l'activité. On a la consommation en France au mois d'octobre, donc les ventes détail, moins 0,9% pour les dépenses de consommation en France, qui est un chiffre relativement significatif. On voit qu'en Chine, si on regarde du côté de l'Asie par exemple, les données d'activité, notamment le PMI composite, hein, qui est une mesure assez globale, assez large de l'activité en Chine, eh bien, continue de ralentir à 50,4. On rappelle que les PMI se mesurent de la manière suivante. Au-dessus de 50, ça traduit une expansion d'activité. En dessous de 50, c'est une contraction. Et donc à 50,4, eh bien, c'est le niveau le plus faible du PMI composite qu'on a observé cette année. C'est le plus bas annuel du PMI composite. Il faut remonter à la fin de l'année dernière, donc au moment où la Chine était à peine en train de réfléchir à sa réouverture sanitaire, qu'on trouvait des PMI à ce niveau-là. Donc on voit bien que d'un côté, effectivement, il y a une détente qu'on observe sur les taux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, parce que certains discours de politique monétaire de certains membres ont influencé ces taux, mais on voit aussi, surtout et beaucoup, que depuis quelques semaines, on le voit notamment du côté des États-Unis, c'est parce que les statistiques sont moins bonnes que ce que le marché attend, que ce que le consensus attend. On a parlé de l'emploi américain il y a quelques temps, on a parlé des indices d'activité dans les services aux États-Unis, aussi bien de la production industrielle ou de chiffres immobiliers. On voit que très souvent désormais, depuis 4-5 semaines maintenant, la plupart des chiffres macroéconomiques américains qui sont publiés le sont en dessous du consensus. Et on voit même que les prévisions de croissance aux États-Unis réalisées par la Fed d'Atlanta, qui est un modèle qui s'actualise très régulièrement en fonction des données qui lui parviennent, et bien on voit que désormais les prévisions de croissance pour le quatrième trimestre aux États-Unis de la part de la Fed d'Atlanta, elles sont inférieures à 2%. Alors qu'on a eu cette semaine une révision à la hausse, par exemple, des chiffres du troisième trimestre pour la croissance aux États-Unis à 5,2%. Estimation précédente, c'était 4,9%. Donc on voit bien qu'il y aura une marge d'escalier qui va être relativement importante entre la croissance américaine au troisième trimestre et la croissance américaine au quatrième trimestre. Et c'est ça que le marché voit. C'est ça que le marché obligataire voit. Et donc il se détend, pas seulement parce qu'il pense que la Fed va ajuster ses taux. Ça, c'est une anticipation qui doit être un petit peu trop agressive de la part du marché en termes d'anticipation d'ici quelques mois, mais il baisse aussi, les taux baissent aussi parce qu'on voit que l'économie est en train de ralentir. Et donc le marché fait un mix évidemment, des données économiques qui ralentissent, une inflation qui s'améliore, et certains banquiers centraux, certains membres en tout cas, qui commencent à parler d'ajuster les taux à la baisse d'ici quelques temps, eh bien ça participe à ce sentiment agréable sur les marchés actions qui se dit finalement on a toutes les conditions réunies pour un atterrissage en douceur de l'économie américaine notamment. Et puis même en Europe, l'économie a déjà pas mal ralenti, ce qui peut aussi laisser penser aux acteurs de marché que la BCE puisse baisser ses taux avant la Fed. Ça n'a jamais été vu, ça. Jusqu'à présent, la BCE baissait toujours ses taux après que la Fed ait commencé à baisser les siens. Mais le marché, cette fois-ci, semble, en tout cas, met une hypothèse, une probabilité assez élevée sur le fait que la BCE puisse baisser ses taux avant la Fed. Donc ceci, ça tire le marché action, mais on voit bien que ce qui tire le marché action, finalement, c'est la détente des taux. Mais cette détente des taux est elle-même catalysée par des données économiques qui sont moins bonnes. Et il est possible, tout à fait possible, que dans les jours ou semaines qui viennent, eh bien, le marché action commence aussi à
hésiter à aller beaucoup plus haut parce que si les statistiques Chine, États-Unis ou Europe ne s'améliorent pas, eh bien oui, ça fait l'affaire des banques centrales parce que ça va ramener l'inflation vers l'objectif, mais il y a aussi un risque, le risque macroéconomique qui peut devenir aussi un risque microéconomique pour les entreprises, pour les résultats. Et ça, il est possible que ça commence aussi à se voir un petit peu sur le marché action et que la volatilité du coup remonte un petit peu et qu'elle n'évolue plus à 12 ou 13 comme c'est le cas ces derniers jours. Et quand on parle de ce ralentissement économique, on voit que le Beige Book de la Fed, cette publication mensuelle de la Réserve fédérale américaine, qui recueille comme ça les données économiques en fonction des différents États américains, eh bien, le Beige Book a pointé du doigt un ralentissement économique qui est à l'œuvre ces dernières semaines et qui est notamment tiré par un ralentissement des dépenses de consommation. Or, on sait que la croissance américaine, majoritairement, c'est lié aux dépenses de consommation. Donc ça, attention quand même à ça, parce que oui, dans un premier temps, ça peut tirer les marchés, mais ensuite, s'il y a vraiment une économie qui ralentit un peu plus sèchement aux États-Unis, sans parler de hard landing, mais seulement d'un ralentissement un peu plus fort que par rapport au trimestre précédent, il est aussi possible que le marché action, à un moment donné, estime que ce ne soit pas une nouvelle non plus formidable et qu'il n'y ait pas de quoi non plus, du coup, tirer beaucoup plus haut les cours des indices et des actions. Donc voilà ce qu'on pouvait dire dans cette partie. Et donc on a eu cette semaine, en cette fin de semaine, les propos de Jérôme Powell, donc qui étaient très attendus parce que justement on voulait voir comment lui se positionnait, le président de la Fed, par rapport aux différents speakers de la Fed qui se sont exprimés cette semaine. Et Jérôme Powell, on le disait, il se range plutôt du côté, pour l'instant, de ceux qui appellent à ne pas baisser la garde trop vite. Il explique que les conditions du marché de l'emploi sont encore très fortes. Et les conditions très fortes, on sait ce que ça signifie. Ça signifie que les conditions sur les salaires auront aussi un peu de mal à se détendre si le marché de l'emploi reste encore aussi solide. On a quand même vu, on a des yeux, que les différentes statistiques récentes du marché de l'emploi, que ce soit les demandes continues d'allocation chômage ou les créations d'emplois non agricoles ou même le taux de chômage, on a vu que c'était quand même un petit peu dégradé tout ça. Donc, et c'est ça que le marché a vu aussi, et c'est ça que le marché obligataire a vu. Mais Jérôme Powell, lui, oui, il n'abonde pas dans ce sens-là. Il reconnaît qu'effectivement, le marché de l'emploi s'est un peu détendu, mais il explique qu'il a encore que c'est un marché qui reste très fort. Or, on sait que la détente sur les salaires, en tout cas la moindre progression des salaires, passera aussi par un marché de l'emploi qui s'étend un petit peu. Donc on voit bien que Jean-Paul, lui, par ses dires, nous fait comprendre qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin, ça c'est très clair. Et il dit texto, il dit la Fed relèvera encore les taux si c'est nécessaire. Il dit qu'il est prématuré de dire que la politique monétaire est suffisamment restrictive. Mais c'est quand même des propos assez forts, ça. Alors que jusqu'à présent, il disait que les taux étaient en tout cas en territoire suffisamment restrictif pour ramener l'inflation à 2%. Là, il dit désormais, il est prématuré de dire que la politique monétaire est suffisamment restrictive. Il dit qu'il va encore voir des progrès au niveau de l'inflation. Il dit que l'inflation, il y a quand même eu des progrès assez significatifs qui ont été réalisés, mais il juge que l'inflation cœur, pour reprendre ses propos, est encore trop élevée. Voilà, et c'est ces propos en fait qui nous montrent que pour l'instant il ne va absolument pas sur le terrain de la réflexion sur les baisses de taux et qu'il menace même si peut-être qu'il n'y croit pas vraiment, mais qu'il menace quand même d'une possibilité de relever encore les taux. Donc on voit bien qu'il ne veut pas laisser de place à la complaisance et probablement, c'est ce qu'on explique dans les différents podcasts récents, c'est qu'il ne veut probablement pas que les taux obligataires se détendent de trop. Si Jérôme Powell commence à abonder dans le sens des réflexions autour des baisses de taux, le marché obligataire va encore plus se détendre, les taux vont encore plus partir à la baisse. Et attention à ça au niveau justement de la lutte contre l'inflation, parce que si les taux partent trop rapidement à la baisse, ça va influencer les conditions de crédit, ça va les assouplir, donc un crédit qui sera un peu plus demandé à nouveau, qui peut donc soutenir un peu plus fortement encore la consommation, alors qu'elle a été quand même très très costaud au troisième trimestre, et ça freine la lutte contre l'inflation, ça freine le retour de l'inflation vers le 2%. Donc même si la Fed n'est pas du tout convaincue qu'elle doit encore remonter les taux, et je pense que Jérôme Powell n'est pas convaincu de ça, les messages qu'il véhicule ne peuvent pas être d'une autre teinte. Il doit indiquer au marché que la Fed est encore prête à réagir à la hausse sur les taux si c'est nécessaire, voilà, pour ne pas justement que ce combat contre l'inflation soit ralenti par des anticipations de marché sur les taux notamment qui soient beaucoup trop fortes. Voilà ce qu'on pourrait dire. Puis également, on va terminer là-dessus sur l'aspect macro et on passera au programme pour la semaine prochaine. On a également eu des indications qui laissent penser que la Banque centrale européenne, que Christine Lagarde, réfléchissait à arrêter plus rapidement les réinvestissements du PEPP. On rappelle le PEPP, c'est quoi? C'est le programme d'achat d'actifs d'urgence qui s'était mis en place au moment de la pandémie. La BCE avait acheté massivement des obligations d'État à ce moment-là. Et ces obligations, une fois qu'elles sont dans le bilan de la BCE, si elles arrivent à échéance, elles sont renouvelées. On renouvelle en rachetant d'autres obligations sur des maturités qui peuvent être différentes, mais on renouvelle, on rachète, donc on réinvestit
vendredi, les obligations qui arrivent à échéance. Et donc là, la réflexion qui est à l'étude actuellement, c'est de savoir s'il faut arrêter plus rapidement que prévu les réinvestissements. Et ça fait partie évidemment du pilotage de la politique monétaire. On rappelle que la politique monétaire, on peut la piloter via les taux, ce que les banques centrales ont massivement fait jusqu'à présent, mais qu'une fois qu'on ne bouge plus les taux, on peut et on doit même continuer à agir sur le bilan. Et donc l'absence de réinvestissement d'obligations dans le programme PEPP, c'est aussi un signe d'une poursuite de la normalisation monétaire qui ne se passe plus via les taux, mais qui se passerait via le bilan. Les bilans ont déjà dégrossi, on en avait déjà parlé, les bilans de la Fed et de la BCE ont déjà baissé en taille, mais justement pour éviter que les conditions financières ne se détendent trop, l'action sur le bilan, même si on ne bouge plus les taux, mais l'action sur le bilan, le fait de ne pas réinvestir, eh bien, continue d'entretenir, finalement, de laisser les taux obligataires sur des niveaux relativement élevés, parce que c'est-à-dire qu'il y a moins de demandes obligataires en face, et donc ça potentiellement, ça a un impact sur le maintien des taux, sur des zones, des taux obligataires, j'entends, sur des niveaux relativement élevés. Donc, voilà ce qui fait retenir cette semaine au niveau de la macro. Je regarde si j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Oui, un dernier élément macro qui peut être intéressant, parce que c'est des choses quand même un petit peu historiques qu'on a en zone euro. On est sur le 4e mois consécutif de contraction de la masse monétaire en zone euro. Alors, encore une fois, ça faisait suite à une expansion massive de la masse monétaire post-Covid. Donc, une contraction n'est pas une catastrophe pour la zone euro, mais il faut quand même noter que 4 mois consécutifs d'une telle amplitude, on a dépassé l'1% de contraction sur la masse monétaire, et c'est désormais 4 mois consécutifs que la masse monétaire se contracte, c'est quand même des choses qu'on n'avait jamais observées sur une telle amplitude. Il y avait déjà eu des contractions post-crise des subprimes, ou au moment de la crise des subprimes sur la masse monétaire, mais qui n'étaient pas d'une telle amplitude, qui avaient duré quelques mois, mais pas d'une telle amplitude. Là, il y a plusieurs mois consécutifs et une amplitude qu'on n'avait pas vue sur la contraction précédente, donc c'est quand même des choses assez historiques, et ça se voit du coup aussi sur l'activité de prêt, de crédit aux entreprises notamment. Ça y est, on a la première contraction du crédit aux entreprises non financières de la zone euro, moins 0,3% en octobre. C'est quelque chose qu'on n'avait pas observé depuis 2015. Donc là aussi, on voit la poursuite de la transmission du durcissement monétaire à l'économie. Et donc, vous voyez, il n'est pas nécessaire de relever encore les taux parce qu'on voit que les mécanismes de transmission du durcissement monétaire sont toujours en place, notamment via les données sur le crédit aux ménages et aux entreprises. Du côté de la semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend? Une semaine intéressante, notamment marquée par des chiffres sur l'emploi aux États-Unis. On commencera d'abord lundi avec des chiffres sur la balance commerciale allemande. On va surveiller ça parce que l'Allemagne est toujours un petit peu le maillon faible actuellement en zone euro sur son économie. Donc on surveillera sa balance commerciale, notamment ses exportations, qui seront aussi une indication par rapport à la Chine et une indication par rapport à la dynamique commerciale mondiale. On aura ensuite des propos de Christine Lagarde, qu'on surveillera, l'intervention de Christine Lagarde lundi après-midi. On aura également les commandes industrielles aux États-Unis. Mardi, on aura la décision de la Banque d'Australie sur ses taux. On aura des chiffres de production industrielle en France. On passera ensuite du côté des États-Unis avec un indicateur très attendu qui est l'ISM Service. Donc c'est un indicateur qui mesure l'activité dans les services. Et si la Fed effectivement veut avoir cette inflation qui revient rapidement vers 2%, un ralentissement de l'activité dans les services est également souhaitable. Et donc un ISM qui serait moins bon que les chiffres précédents, eh bien, ça acterait d'un ralentissement supplémentaire de l'économie américaine. Ça pourrait continuer de descendre un petit peu les taux, mais ça signifierait aussi effectivement qu'il y aura moins de pression dans ce secteur-là, notamment sur la partie logement, et ça ferait bien les affaires de la Fed. Donc c'est à surveiller. ISM Service la semaine prochaine. On aura également les données JOLTS des emplois vacants donc, aux États-Unis. Ça aussi, ça permet de mesurer les tensions ou pas sur le marché de l'emploi. Donc, chiffre JOLTS, emplois vacants, donc mardi après-midi aux États-Unis. Mercredi, commande industrielle en Allemagne. On aura la décision de la Banque du Canada sur ses taux. On aura jeudi des chiffres de la balance commerciale chinoise. Donc, ça, c'est à surveiller évidemment sur la Chine, qui est là aussi faible. Les marchés chinois ont encore baissé cette semaine et les statistiques qui proviennent de Chine montrent une forme de stabilisation, mais restent quand même relativement peu dynamiques. Donc on verra ce qu'il en est sur la balance commerciale. On aura des chiffres sur également les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Mais la grosse journée pour l'emploi aux États-Unis, ce sera en fin de semaine prochaine, vendredi, avec le rapport sur l'emploi américain, où on aura à la fois le taux de chômage, les créations d'emplois non agricoles et l'évolution des salaires. Donc beaucoup de données que la Fed va surveiller avec beaucoup d'attention. Et on terminera vendredi avec la confiance des consommateurs mesurée, la confiance des consommateurs américains mesurée par l'Université du Michigan. Excellent week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.